Me revoilà, je suis toujours vivant et aujourd'hui je vais vous présenter le dernier petit projet en date que j'ai fait. Et après l'avoir un peu terminé, peaufiné, je me suis dit à mon avis ça pourrait être utile à d'autres personnes, donc autant en faire une vidéo, autant vous en parler et également le partager bien évidemment. Au travail, j'ai un appareil de mesure qui mesure de la fluorescence de microalgues et qui a un logiciel custom qui va avec cette machine et ce logiciel est ce qu'il est. Et pour l'utiliser, eh bien, il faut interagir avec une interface graphique, on va devoir cliquer sur un bouton pour lancer la mesure, on attend que ça fasse les observations, 5-10 minutes, puis après il faut afficher les résultats, normaliser les données, cliquer sur l'échantillon qui nous intéresse, après on peut sauvegarder, exporter, on doit donner un nom au fichier, et c'est reparti, après on relance la mesure, on attend, on clique, on relance, on attend, et ainsi de suite. C'est embêtant. Parce que surtout que c'est des mesures qui durent 5-10 minutes dans certains cas, donc c'est suffisamment long que pour qu'on ait le temps de s'emmerder, mais pas assez long pour qu'on puisse lancer la mesure, partir faire autre chose et revenir. Et donc quand on est face à cette situation, eh bien la première chose qu'on essaie de se dire c'est est-ce que ça peut pas s'automatiser? C'est juste cliquer sur des boutons et attendre. Normalement un programme peut le faire. Évidemment qu'on peut le faire. Je vous entends déjà écrire, mais connais-tu AutoHotkey? Vraiment, utilise AutoHotkey, c'est parfait, c'est ce qu'il te faut. Et c'est vrai, c'est un très bon logiciel avec beaucoup de docs, une super communauté, c'est parfaitement adapté pour ce genre de situation. Mais il y a 2-3 trucs qui me dérangent. Le premier, c'est pourquoi utiliser un logiciel fonctionnel, connu, reconnu, avec une belle communauté, alors que vous pouvez également réinventer la roue, moins bien, mais c'est votre roue à vous, beaucoup plus fun. Donc ça c'est la première raison. L'autre problème avec AutoHotkey, c'est que, et logiciels similaires évidemment, c'est que souvent ils ont un langage de script, on va dire, qui permet de décrire ce qu'on veut que le logiciel fasse, qui en soi n'est pas du tout un problème pour les personnes qui ont l'habitude de programmer, mais si je veux donner ça à des collègues qui eux ne sont pas programmeurs et n'ont pas l'habitude de jouer avec ça, c'est pas super intuitif. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment un truc qui soit user-friendly, qu'on puisse comprendre du premier coup, que ce soit très visuel, et qu'on puisse, même sans lire la moindre ligne de doc, se dire « Ok, je comprends, ok, tac, j'ai mon script qui est fait. » Et ça, bah, ça ressemble quand même fort à ce que Node-RED permet de faire. Et bon, si vous connaissez la chaîne, vous savez que je suis assez plutôt fan de ça. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une sorte de logiciel d'automatisation qui fonctionnerait en Node-RED pour la partie création de la structure de commande, quoi. Et puis du coup, tant qu'à avoir un truc qui fonctionne en Node-RED, est-ce qu'on ne pourrait pas justement, en plus, avoir un contrôle à distance? Ne pas avoir le logiciel qui tourne forcément sur le PC qui va être piloté, mais de pouvoir limite avoir un serveur qui pilote un ou plusieurs PC à distance, pour que ça soit d'une fois beaucoup plus pratique de gérer votre flotte de PC à piloter, mais également qui ne vous obligerait pas d'être dans la même pièce que l'ordinateur que vous voulez piloter. Et que si vous voulez modifier votre script, vous pouvez le faire depuis chez vous, vu que Node-RED, on peut y accéder à distance, et là on pourrait juste comme ça avoir plusieurs flows qui sont facilement modifiables, facilement exportables, et super facile à comprendre, très user-friendly. Et donc c'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ouais, on peut voir comment ça marche, comment l'installer, comment l'utiliser, et comment bien le modifier pour éventuellement vos usages. Alors, c'est parti, voyons voir comment ça marche. Eh bien, donc ce système d'automatisation est en deux parties. D'une part, vous avez le serveur, qui sera du coup un serveur Node-RED, dans lequel j'ai créé plusieurs petits subflows qu'on va explorer un petit peu plus tard, et vous allez avoir la partie client qui se présente sous la forme d'un script Python. Et ce script Python, en fait, il va créer un serveur HTTP qui lui permettra en fait de recevoir des commandes, répondre à ces commandes à distance via le réseau. Alors ce script Python, soit vous pouvez prendre le code source, télécharger les bibliothèques nécessaires, qui utilisent ici principalement PyAutoGui et également PyWinAuto, qui sont vraiment les deux libres qui nous permettront d'interagir avec l'ordinateur. Donc vous pouvez prendre le script, installer ça, éventuellement le modifier, mais j'ai également fait un petit fichier exécutable qui permet de packager tout ensemble. Là vraiment c'est un fichier, c'est une application portable, vous prenez autoclicker.exe, vous le mettez sur votre PC, double-clic, bam, bim, boum, c'est parfait. Il y aura juste éventuellement, évidemment, le firewall Windows qui va vous demander est-ce que vous voulez accéder, ouvrir les ports pour que votre PC soit contrôlé à distance. Important de dire oui, sinon vous ne pourrez pas le piloter d'un PC à l'autre.
c'est évidemment déjà fait dans mon cas, donc moi je peux lancer hop, mon petit script, le serveur est lancé, il démarre, il attend ses petites commandes. Donc là maintenant on peut aller du côté de Node-RED et voir comment interagir avec ce petit script Python. On va donc avoir ici dans notre flow Node-RED différents subflows. Donc c'est pas une palette, ça ressemble à une palette, vous voyez que c'est des nodes qu'on peut drag and drop vraiment comme les palettes, mais vous ne pourrez pas l'installer depuis Manage Palette ici, vous allez devoir importer le flow que vous trouverez dans la description, et le but en fait de ces palettes c'est de simplifier toute la partie requête HTTP, récupérer les résultats, extraire correctement, formater, donc c'est juste vraiment pour que ça soit le plus user-friendly possible. Et donc on va explorer maintenant le fonctionnement de chacune de ces petites palettes. On va commencer par List Windows. Donc ici, ce que cette node va nous permettre de faire, c'est tout simplement de lister toutes les fenêtres qui se trouvent actuellement sur votre PC. Donc si là je déploie ça, je lance ça, et bien il va me dire, bah là il y a ta barre des tâches, il y a Chrome qui est ouvert, il y a autoclicker.py, donc c'est Visual Studio Code qui permet de faire tourner mon script pour le moment, il y a OBS qui enregistre la vidéo, voilà, vous comprenez, ça me permet de lister toutes les fenêtres. Et c'est un pourquoi est-ce que ça pourrait être intéressant, c'est que si le but de notre logiciel c'est de venir cliquer à différents endroits, sur des fenêtres, sur des logiciels, il faut que ce logiciel soit en premier plan. Hein, vous ne pouvez pas cliquer sur un truc qui est invisible. Et vu que des fois, les fenêtres peuvent être déplacées, eh bien, j'ai rajouté la possibilité de pouvoir détecter les fenêtres, mais également mettre une fenêtre en premier plan. On va par exemple lancer un bloc-notes, voilà, et ce bloc-notes, eh bien, hop, zut, il est derrière. Comment est-ce que je peux faire pour cliquer dessus ? Eh bien, on va pouvoir aller dans cette note-ci, dire que je cherche une fenêtre, le nom d'une fenêtre en particulier, et il y a un petit menu ici avec bloc-notes. Là, pour la démo, il y aura juste le bloc-notes, on peut le modifier, et pourquoi est-ce qu'il y a un menu déroulant ? Ça vous permet de rapidement reparamétrer cette node si vous avez des fenêtres avec lesquelles vous interagissez tout le temps, ça vous évite de le réécrire à chaque fois. Donc là, bloc-notes, normalement, ça devrait être bon. Dès qu'on va trigger la node, normalement, ça va trouver la fenêtre et la mettre en premier plan. Est-ce que ça marche ? Ça fonctionne. Alors maintenant, imaginons que j'ai Spotify. On lance Spotify ici, voilà. Je n'ai pas Spotify dans cette liste-ci, on va voir juste après comment rajouter des éléments dans la liste. On va également pouvoir mettre ici le nom Spotify. Spotify. On y est presque. Pas besoin d'avoir le nom complet de la fenêtre comme elle apparaîtrait dans la liste ici, vu que là ça va nous dire a priori Spotify Premium. Tant qu'il y a un mot qui match, vous voyez, j'aurais pu mettre Spotify, j'aurais pu mettre Premium, ça marche. C'est ok, il faut juste suffisamment d'informations pour qu'il retrouve la fenêtre. Et donc là maintenant, si je demande mets Spotify en premier plan, looking for Spotify, paf, il a réussi à trouver Spotify. Parfait. Mais que se passe-t-il si nous avons une fenêtre qui change de nom en fonction d'un certain contexte ? C'est par exemple le cas de Spotify. Si sur Spotify, je lance une musique, eh bien le nom de la fenêtre ne sera plus Spotify Premium. Si on regarde ici, on va avoir maintenant le nom de la musique qui apparaîtra ici. Et donc si je lui dis cherche la fenêtre Spotify, oh non, je ne trouve pas la fenêtre. Et c'est pour ça qu'il y a une autre fonctionnalité, ne vous inquiétez pas, nous ne sommes pas démunis face à ce problème. Si on lui dit, plutôt que de chercher le nom d'une fenêtre, va rechercher le processus, donc l'application qui est liée à une fenêtre, alors ça va marcher. Là par exemple, je ne vais pas lui dire cherche une fenêtre qui s'appelle Spotify, je vais plutôt lui dire mets au premier plan la fenêtre qui correspond au process de Spotify.exe dans ce cas-ci. Donc si maintenant je lui dis cherche Spotify.exe, mets-le au premier plan, eh bien, normalement, ça a marché. Ça a fonctionné. Ça prend un peu plus de temps. Alors pourquoi est-ce que ça prend plus de temps ? Parce qu'en fait, il doit scanner tous les process, puis il doit scanner toutes les fenêtres, il doit matcher les deux ensemble. Mais vous voyez que là, maintenant, quand on a la musique qui est en cours de fonctionnement, et donc que la fenêtre n'a pas le nom Spotify.exécutable, eh bien, on arrive quand même à rechercher et faire venir la fenêtre au premier plan. Ça fonctionne parfaitement. Donc là c'est super, on arrive à déplacer des fenêtres, les détecter, mais comment faire si maintenant je voulais par exemple aller cliquer pour arrêter cette musique infernale, comment est-ce qu'on fait pour cliquer là-dessus ? Eh bien on va utiliser l'autre fonctionnalité du logiciel que j'ai développé, c'est la capacité de détecter des boutons via du template matching. Parce que vous pourriez par exemple dire au programme,
clique à telle coordonnée, telle coordonnée. Le problème avec ce concept de cliquer en X et Y, c'est que si jamais vous bougez votre fenêtre, eh bien c'est foutu, il va cliquer au mauvais endroit. Et donc avec du template matching, qui est simplement demander à un ordinateur de jouer à Où est Charlie, hein. Vous lui donnez la photo de Charlie, vous lui donnez une grande image avec plein d'éléments, et il va être capable de dire « Ah, il est là !» Donc on va lui dire en gros cherche ce bouton play et clique dessus. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Et vu que je veux garder le système le plus user-friendly possible, eh bien l'idée c'est qu'on va simplement prendre un screenshot de l'élément qui nous intéresse. Voilà, avec l'outil Capture Windows par exemple, on prend un petit screenshot, on envoie ça sur le serveur et après on va lui dire bah voilà, prends un screenshot de tout mon écran, cherche l'image que je viens de t'envoyer, si tu la trouves, clique dessus. Voyons voir comment ça marche. Première chose à faire, se munir de l'outil Capture Windows. Ensuite, on va venir prendre un petit screenshot de l'élément qui nous intéresse et on va l'enregistrer dans n'importe quel dossier. Voilà, par exemple, là, on va l'appeler Spotify.png, tout simplement. Une fois que c'est fait, eh bien, nous allons utiliser une palette Node-RED qui nous permet d'injecter des fichiers directement sur notre serveur. Donc ça permet d'avoir un moyen très simple en fait de pouvoir chercher des fichiers et les envoyer sur un serveur. Donc pour faire ça, vous allez utiliser la palette qui s'appelle tout simplement Browser Utils. Vous retrouvez les informations dans la description. Vous installez ça, ça vous permet d'avoir File Inject. On va ensuite eh bien, tout simplement rajouter une petite node function. Ce sera dans le flow démo, hein, bien sûr. Et en fait, avant même de faire ça, regardons un peu ce que fait le File Inject pour un peu comprendre son intérêt. On va pouvoir par exemple mettre un image viewer ici. Et donc si maintenant je viens cliquer sur le File Inject, je vais pouvoir sélectionner Spotify.png et en fait on voit qu'il a envoyé notre photo, le buffer de cette photo directement à notre serveur. Alors si en plus on débug même en détail ceci, on va pouvoir remarquer que quand on injecte le fichier, hop, il nous donne également le nom de ce fichier là. Et donc si en fait on rajoute simplement une node file write ici, eh bien nous allons pouvoir hop, simplement faire un truc comme ça, msg.path par exemple, qui sera l'endroit où on va vouloir stocker notre image. Donc dans ce cas-ci par exemple, moi ce sera root.node-red/icons, voilà. Plus simplement le msg.filename, donc qui sera en gros le nom du fichier spotify.exe. Et puis on va après avoir le msg payload qui est donc le buffer. Et donc normalement la node ici sera capable de correctement sauvegarder notre fichier. Pour être sûr qu'il a bien fait son boulot, hop, on va pouvoir venir faire ça. Et si ça réaffiche l'image, c'est que normalement tout a fonctionné. Réessayons un petit peu. On fait ça, on sélectionne notre image, on envoie notre image, hop. No file name specified, c'est normal, vu qu'en fait ici, on doit faire msg.path, et là normalement, ça devrait fonctionner. A priori c'est bon. Mais comment être certain que ça a fonctionné? Eh bien, j'ai rajouté également une petite node ici qui va nous permettre de lister toutes les images qu'il y a sur le serveur. Parce qu'évidemment, quand vous voulez créer votre script, il faut absolument que le serveur d'automatisation ait en mémoire toutes les images, des icônes et des logos sur lesquels vous voulez cliquer. Donc là, est-ce que Spotify.png est apparu? On a tout simplement en fait à venir lister les images, ça va nous donner la liste ici. Si jamais vous voulez vous changer l'emplacement des fichiers, vu qu'ici vous voyez que j'ai mis un emplacement qui est le mien, mais ça sera peut-être différent dans votre ordinateur, vous double-cliquez sur la node ici et vous changez en gros le path qui vous intéresse. Donc ça c'est très très simple à modifier. Regardons ça. Est-ce que nous avons ici une liste et on voit bien qu'on a notre Spotify.png qui a été rajouté. Donc là maintenant il est au bon endroit, le script est capable de le détecter, il est capable d'y accéder. Donc maintenant voyons voir comment lui faire cliquer sur le bouton. Pour faire ça, nous allons nous munir de la node click on img. Ça, j'en ai plus besoin. Et sur le click on image, on a pareil les menus déroulants où on peut préprogrammer des fonctions, enfin des boutons. On peut également donner le nom d'une image custom. Dans ce cas-ci, vu qu'on n'a pas Spotify dans la liste, eh bien on va tout simplement taper Spotify.image.
PNG, donc le même nom que ce qu'on a ici, hein. On va même le copier-coller pour être sûr que j'ai pas fait d'erreur, voilà, parfait. Et donc ce que lui va faire quand on va trigger la node, c'est qu'il va prendre un screenshot de notre écran, chercher cette image-là, et s'il la trouve, il clique dessus. Alors regardons ça. Hop. Et dans l'autre output, ça nous donne également, si vous voulez avoir comme debug pour savoir où en est votre script, pour être sûr qu'il fait ce que vous voulez. En gros, si vous mettez un image viewer, ça vous permet de vous assurer sur quel bouton il a essayé de cliquer. Donc on va faire ça, et là, est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marchera pas. Pourquoi? Il va dire, voilà, j'ai cherché le bouton, mais je ne l'ai pas trouvé. Bah oui, c'est normal, il faut d'abord mettre la fenêtre au premier plan. Donc on va plutôt remodifier légèrement ce script pour en gros venir ici, Move Window, on va venir ici mettre Spotify, on va même le donner au nom du process pour être sûr que quoi qu'il arrive, on la retrouve à chaque fois. Et donc là, normalement, il devrait mettre la fenêtre au premier plan, cliquer sur le bouton. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Button not found. Alors tout simplement parce qu'on va lui mettre peut-être un petit délai. À mon avis, là, ce qui se passe, c'est juste ça, c'est que vu que la fenêtre, elle prend un peu de temps pour popper, eh bien, on va lui donner un petit délai, genre d'une petite seconde, voilà. Tac, et là... Ça fonctionne! Vous voyez? Il a trouvé, il a cliqué, il me le confirme, tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes, donc ça marche, on arrive bien à mettre la fenêtre en premier plan, cliquer sur le bouton, et donc bah voilà, là vous commencez à comprendre comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce système-là. On peut avoir, voilà, on bouge la fenêtre, on clique sur un bouton, puis on attend, puis on reclique sur un autre bouton, et on peut faire des trucs vraiment assez cool comme ça. Donc ça c'est juste pour cliquer sur des boutons, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas suffisant. Si vous voulez cliquer sur des boutons puis enregistrer des fichiers et donner des noms à des fichiers, eh bien il faut également être capable de taper avec le clavier. Et on va voir comment ça marche, parce qu'évidemment c'est possible, hein. Reprenons un exemple simple, le bloc-notes, on va vouloir écrire dedans. Eh bien comment faire? Eh bien on va pouvoir se munir de la node ici Write Text, qui nous permet d'écrire du texte. Une fonctionnalité ici, c'est de pouvoir choisir si on veut ou non faire un retour à la ligne. Dans certains cas, ça peut être utile. Dans certains cas, justement, c'est pas souhaitable. Donc, vous avez juste à sélectionner est-ce que oui ou non, vous voulez qu'il y ait un retour à la ligne. Donc là, on va vouloir faire simplement un Hello World basique. Et pour reprendre vraiment ce concept de mettre l'automatisation complète, on va reprendre également le Move Window, comme on a vu tout à l'heure. On va lui dire, bah, je veux mettre le bloc-notes en plein écran, oui, enfin en premier plan plutôt. On veut faire ça, puis ensuite on va lui donner le texte qu'on va vouloir écrire. Ici c'est msg.payload est égal à hello world, voilà. Et on connecte tout ça ensemble. Hop, hop, éventuellement... On remet quand même un petit délai pour être sûr qu'il ait bien le temps de comprendre ce qui se passe. Donc on lui met un petit délai d'une seconde. Voilà. Et donc normalement il devrait popper la fenêtre et puis écrire. Essayons ça. Je touche plus rien. Il a écrit, il a mis la ligne, il a trouvé la fenêtre. C'est parfait. Si évidemment j'avais mis false ici, j'ai pas bien cliqué, voilà, si j'avais mis false ici, vous vous doutez que la petite différence qu'il y aurait, hein, c'est juste que bien, il va juste rester à l'endroit où il était. Vous voyez? Tout simple. Donc ça, c'est pour écrire du texte. Taper sur un clavier. Si maintenant, on veut appuyer sur des touches spécifiques, soit pour faire un raccourci clavier, soit parce qu'on a juste une touche sur laquelle on veut appuyer, par exemple, pas de souci. Il y a ici la node Press Key qui va vous permettre de le faire. Donc si on double-clique dessus, on voit qu'il y a plusieurs options. La première, c'est de pouvoir choisir juste une touche en particulier. Et ici, évidemment, vous pouvez choisir d'autres touches custom si elles ne font pas partie de la liste que vous aurez éventuellement prédéfinie. Mais vous pouvez également appuyer sur plusieurs touches à la suite. Donc commençons par une touche en particulier. Ici, par exemple, c'est la touche Enter. Voilà, pour rester très simple, on désactive ici le fait de retourner à la ligne. Donc normalement, lui, il écrit le texte puis il s'arrête. Et après, on voudrait avoir le Enter qui arrive plus tard. Ça, je vais juste mettre un petit délai pour m'assurer que ça arrive bien effectivement un peu plus tard. Voilà. Et donc là, testons un peu ça. Hop, hop, hop. On lance. La fenêtre arrive. Hello World. On attend. Retour à la ligne. Et donc, on a bien l'automatisation du clavier qui fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut totalement faire, c'est lui donner, comme je disais, plusieurs touches. Donc, on pourrait par exemple avoir A
et B en majuscule. Donc si vous voulez avoir plusieurs touches, il faut absolument bien les séparer par une virgule. Donc vous donnez ici A et B et ça devrait normalement marcher. Donc là, on peut même lui le mettre en retour à la ligne, comme ça c'est encore plus clair. Hop, voilà, on vire tout ça dans notre bloc-notes, on clique ici. Hello World, retour à la ligne, A, B. A, B. Pourquoi est-ce qu'il écrit 2 fois A, B? Tiens, ça c'est étonnant. Ah oui, petite erreur de ma part, j'avais laissé un debug connecté ici, donc là normalement ça devrait être bon. Vérifions tout ça, tac, normalement dans le flow que vous aurez dans la description tout sera ok normalement. Là, hello world, retour à la ligne, AB, paf, ça marche. C'est parfait. Donc on arrive bien à écrire du texte, bouger les fenêtres, cliquer sur des boutons, appuyer sur des touches individuelles. Le dernier truc qu'on va pouvoir même également tester, c'est les hotkeys. Donc si vous mettez ici le paramètre hotkey en vrai, eh bien l'une des possibilités, c'est par exemple de faire CTRL-S. Voilà. Vous allez écrire dans votre fenêtre, puis vous allez voir sauvegarder. Eh bien pas de souci, si vous faites CTRL et puis S par exemple, comme ça, normalement, il va écrire puis sauvegarder. Testons ça. Et voilà. Alors après, évidemment, si vous voulez aller plus loin, bah, c'est à vous d'aller rajouter la possibilité d'écrire du texte ici, de cliquer sur enregistrer ou de faire Enter. Mais vous voyez qu'on arrive bien maintenant à avoir l'automatisation complète de faire apparaître la fenêtre, interagir avec la fenêtre, écrire du texte, faire des raccourcis clavier, cliquer sur des boutons. Voilà, parce que si je voulais rajouter, cliquer sur enregistrer, bon, même si vous pouvez faire Enter, donc en soi, si vous voulez automatiquement enregistrer votre fichier, la seule chose que vous avez à faire, c'est revenir mettre par ici après un write text avec le nom de votre fichier, puis Enter à la fin. Ça marche, mais vous pourriez aussi totalement, prendre votre fenêtre ici, faire un screenshot du bouton enregistrer, pardon, on ne le voit pas parce que je le cache. Voilà, enregistrer le bouton ici, l'injecter avec la node input, et puis dire trouve et clique sur le bouton. Ça, c'est à vous de vous amuser à trouver le meilleur flow pour votre usage. Alors avant de finir la vidéo, je vous ai dit à plusieurs reprises que j'allais vous expliquer comment rajouter des fonctionnalités dans les menus en plus. C'est le seul moment où vous devriez éventuellement interagir avec les subflows. Donc si vous voulez rajouter des choses dans le menu déroulant ici, vous allez simplement cliquer sur la node qui vous intéresse, aller dans Edit Subflow Template, Edit Properties, et là en fait vous allez avoir l'élément qui contient la liste de base, et vous cliquez sur la petite flèche ici en bas pour rajouter, voilà, par exemple si j'avais Spotify, bah, je pourrais remettre Spotify, voilà, on enregistre ça. Maintenant il apparaît, alors ça c'est celui qui sera mis par défaut, donc là par exemple c'est bloc-notes par défaut, mais ici on peut mettre Spotify par défaut. On peut déployer, et donc maintenant on a bien Spotify et bloc-notes qui apparaissent. Et ça, à chaque fois que vous remettrez une nouvelle node, un nouveau subflow, une nouvelle instance du subflow, ça va le faire, ça va le garder en mémoire. À chaque fois, ce sera Spotify, il sera mis dedans. Donc c'est comme ça que vous pouvez faire, et ça marche avec évidemment toutes les nodes. Si on a également, par exemple, Click on Image, pareil. Vous avez ici Edit Subflow Template, Edit Properties. Vous allez dans la liste ici, vous cliquez sur ça, et vous en rajoutez ou vous en supprimez, c'est à vous de voir. Et voilà, c'est tout simple finalement. Alors là, je suis désolé, mais même une personne qui n'a pas trop compris la doc, alors évidemment, sauf la partie ajout des boutons, mais en soi, c'est vraiment, on prend les petites boîtes comme ça, puis après on met les petits timings, et donc même si vous avez un ancien script que vous avez plus utilisé depuis 1000 ans, vous regardez d'un coup comme ça et vous comprenez ce qu'il fait. Vous voyez où ça démarre, ça fait ça, puis ça fait ça, puis ça attend autant, puis ça fait ça, puis ça fait ça. Et vous avez à chaque fois les petites notes qui vous donnent le debug le plus complet possible pour savoir si ça a bien marché, s'il y a un problème et quel est le problème en question. Ça apparaîtra normalement tout le temps ici, ou alors vous avez aussi le debug image quand c'est nécessaire. Voilà, il n'y a plus qu'un. Il n'y a plus qu'à, de votre côté, soit aller prendre le script Python et le lancer. Vous avez également le petit fichier exécutable qui est en gros le fichier Python, qui est recompilé, mis dans un exécutable, comme ça vous avez juste à le prendre, à l'installer. Et c'est à peu près tout. Voilà. Non, si. Je suis bête. Comment? C'est important. Comment faire pour lui faire piloter le PC? Parce que là, oui, c'est que je vous ai dit, il y a le requête HTTP. Ok, mais comment est-ce qu'on fait pour lui donner la bonne URL? Très simple. Vous allez remarquer, si vous intriguez, si vous regardez un petit peu dans un node ici, qu'il va chercher un
un global get client IP, donc qui est en fait l'adresse IP du serveur que vous allez vouloir, enfin donc du PC en fait que vous allez vouloir viser. Donc si vous avez Node-RED qui tourne sur la même machine, vous mettez un localhost, il n'y a pas de problème. Sinon, ce que vous allez devoir faire, c'est très très simple, vous prenez une node change, vous allez faire set global. Du coup c'est client underscore IP, et vous allez mettre ici du coup 192.168.1.50 par exemple. Ça dépendra évidemment du PC que vous voulez viser. Éventuellement, si vous avez set un port custom dans votre port Python, vous allez pouvoir lui dire, ah bah voilà, c'est le port 8000, 8080 ou autre. Et donc vous allez pouvoir comme ça, en fait, lui injecter cette variable globale qui permettra en fait de dire après à tous les autres subflows, c'est ce PC là que tu veux, c'est ce PC là qui t'intéresse, quoi. C'est le moyen de le faire et de le paramétrer. Et là, la vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des remarques, des propositions d'amélioration, vous pouvez laisser un commentaire, soit sur cette vidéo, soit directement dans les issues GitHub, bien sûr. Et puis je vous dis à très bientôt, soit dans une prochaine vidéo, soit évidemment en live. Je stream encore toujours les mardis et les samedis normalement. Sauf si c'est plus d'actualité au moment où vous voyez la vidéo. Mais bon, ça évidemment, c'est normal, quoi. Et bah voilà. À bientôt. Au revoir.